Alors, je vais commencer maintenant la dernière partie. La dernière partie où je vais parler de l'augmentation des données, augmentation d'image, filtrage aussi de notre datasets, mais aussi les autres processus qui peuvent être faits pour avoir des données qui sont prêtes à être entraînées. Donc, les datasets qui est prêt à être entraîné. Donc, je vais déjà commencer par vous montrer comment on fait l'augmentation de données et pourquoi on le fait. On le fait souvent parce que si par exemple on n'a pas assez d'images, et on a un certain threshold pour donc dans notre système. On a par exemple 100 images. On voudrait en avoir par exemple 120 ou par exemple 110. On veut ajouter les 10 images restantes. Donc, on peut directement recourir à l'augmentation par code. L'augmentation par code. Ou par exemple, il y a des doublons. Il y a des doublons dans mon dataset. Il y a par exemple des images qui se répètent. Au lieu d'entraîner notre modèle aux images qui se répètent, entraînera donc ce qu'on appelle donc notre modèle va ne fils que retenir nos données parce que ce sont des doublons, quoi. Ce sont des doublons, ce ne sont que des doublons. Notre modèle n'aura pas cette possibilité-là de voir différents types d'images. Parce que toutes les images sont doublées, quoi. Donc, tu vois, vous voyez. Donc, directement, notre image n'aura pas cette possibilité-là je dirais, de diversifier son apprentissage. Diversifier son apprentissage sur beaucoup de types d'images. Ce qu'on appelle, donc ça va oversampling, donc sur apprentissage. Ça va s'y apprendre vous avez par exemple 1000 images, mais ces 1000 images-là sont doublées. Toutes ces images-là sont doublées. Votre modèle va s'y reprendre. Et directement, lorsque vous avez une autre image, en dehors de ces 1000 images, vous allez croire que votre modèle va très bien détecter, alors que votre modèle n'a pas eu la possibilité de diversifier son apprentissage. Donc, sur différents types d'images je dirais, asseoir très bien son apprentissage. Maintenant, il faut augmenter des données, mais il faut très bien les augmenter. Dans notre cas ici, qui est dans le milieu médical, il faut très bien augmenter nos images. Je vais vous montrer l'exemple. Je vais vous montrer aussi l'exemple comment on peut filtrer en éliminant les doublons. Nous partons maintenant sur mon, euh, mon environnement de développement. C'est ça. Maintenant, je vais essayer un peu de vous montrer. Par exemple, pour l'augmentation. Pour l'augmentation, j'ai un petit code ici. J'ai un petit code ici. Vous allez encore avoir des variables. Donc, vous allez encore importer donc, le bibliothèque que vous allez utiliser. Après cela, nous avons une photo que nous allons essayer d'augmenter, la photo de la Joconde. Nous avons la Joconde, nous avons essayé un peu de l'augmenter. Nous avons maintenant l'augmentation en soi qui est ici, c'est ça l'augmentation. L'augmentation, nous faisons une augmentation en changeant l'image, en faisant une rotation, par exemple la rotation de moins 30 degrés à plus 30 degrés. Nous essayons nous essayons un peu d'étirer. Nous essayons un peu d'étirer dans la longueur et dans la largeur. Nous essayons un peu de faire le zoom. Nous changeons un peu donc la luminosité. Nous changeons un peu le flipping. Donc, ça peut tourner d'un sens ou d'un autre. Par exemple, le côté droit deviendra le côté gauche et le côté gauche deviendra le côté droit. Donc, c'est ça le flipping. Maintenant, les horizontal flip, je parle des horizontal flip. Les horizontal flip sera je dirais, très prohibé, pas même prohibé, très prohibé
pour des modèles à utiliser, par exemple, sur des scanners, par exemple, sur de MRI, donc IRM, des résultats d'IRM. C'est très prohibé. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous avez l'image d'un, je dirais, euh, vous avez l'image par exemple le CT scan, les CT scans, l'image d'un cerveau ou tout simplement IRM, l'image d'un cerveau. Directement, vous allez faire quoi? Si vous faites les flipping, les horizontal flip, directement la partie, donc je dirais le ventricule, donc la partie droite et la partie gauche vont s'échanger des places vont s'échanger des places. Maintenant, imaginez un cerveau que vous avez pour lequel pour lequel vous avez appliqué l'horizontal flip directement donc la tumeur qui aurait été détectée à gauche va être détectée à droite. Directement, le docteur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer la partie de droite, alors que la tumeur se trouve plutôt à gauche. Vous allez encore entraîner beaucoup d'autres erreurs médicales. Parce que c'est déjà une erreur médicale. Par exemple, si quelqu'un qui devrait être amputé le bras droit va être amputé le bras gauche. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur médicale et facilement on peut même être traduit en justice. Donc, lorsque nous faisons des modèles pour être utilisés dans les milieux médicaux, nous devons savoir ce que nous faisons, surtout dans l'entraînement. Surtout si on a par exemple des données à augmenter et tout ça. Donc il faut être vraiment prudent sur cela. Le horizontal flip, c'est très prohibé et vous allez voir ce que ça va entraîner dans notre modèle ici. Nous allons essayer un peu de générer des images et puis nous allons se regarder dans Augmented Images. Augmented Images, il n'y a rien là-dedans. Vous allez voir, il n'y a rien là, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Mais nous allons juste lancer ceci et nous allons essayer d'augmenter la Joconde ici et de sauvegarder les images augmentées ici dans Augmented Images. On lance. On lance directement. Ça va augmenter les images. Ça va augmenter les images, juste quelques secondes. Que ça puisse, donc, que ça puisse réaliser cela, que ça puisse générer directement les images. Les images, donc c'est déjà terminé. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est d'aller maintenant voir les images qui ont été, je dirais, augmentées. C'est ici, Augmented Images. Elles sont 10 images. Vous pouvez les voir maintenant. Il y a par exemple ça. Il y a par exemple ça. Pour bien le voir, je vais juste partir dans mon... ici, c'est ça. Ce sont les images qui ont été augmentées. Vous allez voir que c'est Augmented Images, ici. Les images qui ont été augmentées sont ici. Par exemple, celle-ci. Vous allez voir comment ça a changé. Comment l'augmentation s'est faite. Vous avez la première image qui est ici. La première image qui est ici. Vous voyez comment ça a été augmenté. On a un peu essayé de tourner un peu la photo. Vous allez voir l'autre image. L'autre image qui a été augmentée. L'autre image, vous voyez, on a fait les horizontal flip. Vous voyez que c'est la partie droite ici va changer et directement ça deviendra la partie gauche. Vous voyez, donc ça a changé. Vous voyez, on a essayé un peu de modifier l'image pour augmenter aussi. Ces images ne sont pas les mêmes. Les images ont été augmentées et elles sont toutes différentes. On va les remarquer tout de suite. On va remarquer que toutes ces images ici sont différentes, totalement différentes. Et donc l'ordinateur ne pourrait pas se tromper de doubler encore certaines images. Mais elle pourrait le faire. Donc elle pourrait le faire à une erreur, je dirais, donc, à un niveau qui n'est
peut pas être facilement détectable. Si par exemple, on a, je donne un exemple, on a 10 images, on veut augmenter jusqu'à atteindre 1000 images. Donc, les variations qui vont se faire là-bas, on aura tendance à voir certaines images qui se ressemblent, qui sont très proches, parce qu'on a généré d'un petit nombre d'images à un grand nombre. Directement, il y aura des erreurs qui vont qui vont se remarquer. Donc, des doublons quoi. Donc, les doublons qui peuvent être vus directement et cela sera très grave pour notre apprentissage. Nous allons maintenant voir, nous allons essayer un peu de tester, de tester. Vous avez vu les 10 images qui ont été générées. Maintenant, nous allons essayer de tester et voir si dans ces images-là, est-ce qu'il y a des doublons. Parce que je vous avais dit, l'ordinateur ne se serait pas trompé de créer des doublons. Alors, nous allons essayer et tester directement. Pour tester les doublons, nous utilisons ce que l'on appelle MD5. Donc, nous allons directement ouvrir les codes pour vous expliquer à partir du code. Duplicate. Nous utilisons les hashlib. Les hashlib pour détecter les doublons. C'est pour cela que nous avons importé hashlib. Hashlib, c'est pour détecter les doublons. Ces hashlib est aussi utilisé même en cryptocurrency, donc crypto-monnaie, pour ne pas avoir des doublons et pour garder, par exemple, lorsqu'on envoie quelque chose, pour garder, donc pour savoir si on n'a pas changé la valeur qui a été envoyée. On n'a pas changé l'image ou peut-être je dirais les modèles qui a été envoyé. Donc c'est ça. Les hash clips, c'est pour détecter s'il y a un doublon ou pour détecter s'il y a donc ça génère un petit code qui est différent d'une image à une autre, d'un document à une autre, d'un document à un autre, d'un audio à un autre, ou par exemple d'un texte à un autre. C'est ça. Donc, nous utilisons hashlib. Ça, des niveaux. Nous avons le MD5 qui est utilisé souvent pour des tests simples. Nous avons ce qui est maintenant très avancé, comme les chats 512, qui est très avancé, qui est très grand, souvent utilisé dans de crypto-monnaies. Nous allons maintenant essayer nous allons lancer ces doublons. Nous allons lancer ces doublons avec, donc pour détecter les doublons en utilisant le Augmented Images pour tester s'il y a des doublons dans notre je dirais dans notre document ici, Augmented Images, les images qui ont été augmentées. Nous allons lancer. Nous lançons directement. Et on nous dit qu'il n'y a pas de duplicates. Il n'y a pas de doublons. Il n'y a pas de doublons dans notre fichier ici. Il n'y a pas de doublons ici. Il n'y a pas de doublons. Maintenant, essayons maintenant de créer ces doublons nous-mêmes. Nous essayons de créer ces doublons. Nous allons copier et puis coller cette image. Nous allons copier. Nous allons coller encore cette image. Là, nous avons créé un doublon. Maintenant, pour ne pas dire que c'est à cause du nom que ça a été détecté comme doublon, nous allons changer les noms. Nous allons changer les noms. Nous allons dire par exemple Dan. Nous allons changer les noms comme ça. Et directement, ce que nous allons voir est que une image sera détectée comme doublon ici. Et directement, cette image-là va être supprimée du lot. Ça va être supprimé du lot. C'est vraiment très bénéfique dans l'entraînement parce que lorsque c'est supprimé du lot, directement, ça ne va pas faire partie de l'entraînement. C'est ça. Donc, ces doublons-là ne feront pas partie de l'entraînement. Essayons un peu de lancer encore et de voir si ces doublons-là vont apparaître et si ces doublons-là vont être supprimés. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a un code qui est créé en suivant donc, il y a un code sur chaque image. Chaque image va créer un code et ces codes-là vont être comparés aux autres codes des autres images. Comment on fait? Ces codes-là suivent par exemple la texture, suivent par exemple la luminosité, suivent par exemple la forme de l'image et directement, ces codes-là est unique à cette image-là. Maintenant, s'il y a des images qui ont la même texture, donc la même forme, qui ont par exemple la même personne représentée là-bas, toutes ces données-là sont les mêmes. Directement, le code là ne sera pas différent.
ce code-là ne va pas être différent, pardon, et directement cette image-là va être supprimée du lot. Nous essayons encore de relancer. Nous relançons. Et directement, nous avons vu que Dan a été détecté comme doublon. Dan a été détecté comme doublon et a été directement supprimé. Et si nous voyons ici, nous verrons que Dan a déjà été supprimé. Dan a déjà été supprimé. C'est ça. Donc, j'espère que vous comprenez le doublon, comment on fait tout ça, comment on peut l'utiliser pour faire en sorte que notre modèle soit très performant et que nous ne puissions pas avoir donc, le surapprentissage ou peut-être le modèle n'a pas très bien appris. Donc, c'est tout ça. Et puis, nous entrons maintenant encore dans des théories. La théorie maintenant, ça sera maintenant par rapport donc, donc, nous allons maintenant parler des grad scams. Qu'est-ce que c'est que les grad scams? C'est que c'est que les grad scams? Les grad scams donc nous aident à faire quoi? Donc à avoir, je dirais, à voir sur notre image là où notre modèle d'intelligence artificielle s'est beaucoup plus focalisé. Là où notre modèle d'intelligence artificielle s'est plus focalisé. Donc, je vais lancer mon application et durant les questions-réponses, vous allez voir l'application qui sera déjà lancée. Donc, mon modèle d'IA qui sera déjà lancé et vous verrez les GradScam et vous verrez que, le médecin peut facilement voir donc l'endroit là où il faut se concentrer, là où le modèle s'était concentré et qu'est-ce qu'il faut changer. Donc, je vais vous montrer ça, tout ça. Je continue. Et aussi, pour vous dire directement, il y a une vidéo en ligne qui montre donc, le fonctionnement de l'application. Vous pouvez aussi l'ouvrir. C'est sur African Technology Growth, donc ATG Coding Academy. African Technology Growth Coding Academy sur YouTube. African Technology Growth, je répète, Coding Academy. Si vous allez là-bas, vous allez voir directement l'application que j'ai testée directement en ligne. Je pars directement l'application donc Impact de ces modèles. Ces modèles ici va être détecté par exemple pour la classification. Nous avons expliqué très bien la classification pour la segmentation localisée des tumeurs pour les chirurgiens et aider aussi dans des zones rurales, plus particulièrement pour la radiologie et différents types d'examens. Donc, Impact va réduire les délais de diagnostic, réduire les délais parce qu'il n'aura pas besoin toujours d'un spécialiste en personne pour valider. Même le modèle aussi pourra valider. Solution évolutive pour cliniques à faibles ressources. Si vraiment lorsqu'on n'a pas tous on n'a pas par exemple le spécialiste, on n'a pas par exemple les gens qu'il faut pour faire des diagnostics, facilement on peut aussi se baser au modèle comme second opinion, donc une autre opinion du généraliste. Donc, on va aussi améliorer l'accès aux soins avancés, même dans des milieux ruraux et tout ça. Donc, ce sont ceux-là les impacts que nous voulons pour notre application. Et vous avez compris comment on peut l'entraîner, comment on peut faire la segmentation, comment on peut détecter les cancers, pourquoi c'est prohibé de ne pas faire l'augmentation et de faire le horizontal flipping pour des données, par exemple pour des données, ce type de données à caractère médical, comment c'est très prohibé. Même pour faire la rotation, il ne faut pas la faire trop parce que on risque aussi de changer la situation. Donc, la situation, je dirais, géographique, je peux l'appeler ainsi, comment donc le ventricule droit doit se trouver du côté d'un certain côté, le ventricule gauche doit se trouver d'un certain côté. Il n'y a pas de changement. Si vous changez cela, directement, il y aura, par exemple, il y a le cœur peut être du côté droit, mais là, c'est déjà une anomalie. C'est déjà une anomalie qu'il faut régler. Donc, si vous commencez maintenant donc, dans votre modèle, vous amenez encore une erreur,
des diagnostics, ça sera vraiment un grand problème. Comment vous avez vu tout ça? Donc, nous pouvons déjà passer à la dernière étape, défi technique donc, et résolution. Donc, les défis techniques, premièrement, c'est donner pour l'IA. Trouver des données locales, c'est très compliqué. Par exemple, directement voir les hôpitaux, que les hôpitaux puissent partager leurs données. Sûrement en gardant anonyme le patient. Mais pour beaucoup d'hôpitaux, ce n'est pas vraiment évident qu'ils puissent changer donc qu'ils puissent partager leurs données pour le travail scientifique qui est donc de réaliser ce type de modèles. Donc, centre de santé pilote pour les tests. Nous avons aussi besoin des centres de santé pilotes parce que nous devons essayer dans des centres de santé et voir dans les mondes réels comment ça se passe. Donc, nous avons les problèmes qu'il y a au moins trois et la solution, nous sommes en train de la trouver à au moins deux. Et vous allez voir aussi que annotation d'images par un spécialiste, lorsque nous entraînons, nous avons besoin, par exemple, que nous avons beaucoup d'images, par exemple, de CT scans. Nous avons besoin qu'il y ait un spécialiste maintenant qui puisse faire l'annotation. L'annotation, c'est-à-dire donner des noms. Ceci, par exemple, c'est une pneumonie. Ceci, par exemple, c'est une tuberculose. Ceci, par exemple, c'est ceci ou c'est cela. Et puis maintenant, notre modèle va apprendre et ne va plus donc va apprendre ces images-là qui seront labellisées, annotées par le spécialiste pour qu'après on puisse créer un modèle plus performant que même les spécialistes. Donc c'est ça, au fait, c'est nous qui entraînons, c'est nos données qui entraînent l'IA. Donc dans tous les systèmes, c'est cela. C'est nos données qui vont entraîner l'IA. Les données que nous produisons, par exemple, je like certaines images sur Facebook, j'ai fait ceci ou cela en ligne. Ces données-là que nous produisons, ce sont ces données-là qui vont maintenant entraîner l'intelligence artificielle. C'est la même chose. Les données qui ont été les données qui ont été produites par les spécialistes vont maintenant aider à apprendre l'IA pour que l'IA puisse être plus performant que les spécialistes. Lorsque le spécialiste aura du mal à voir, le modèle aura toujours la possibilité de faire un bon diagnostic. Maintenant, nous avons aussi besoin de la validation. La validation, lorsque nous avons essayé les modèles, nous avons tout fait. Il y a maintenant besoin d'une validation de la part des gens qui travaillent déjà dans les domaines. Donc, c'est un problème qui est à 4,5, mais nous sommes en train de les résoudre à 3. Nous sommes déjà à 3. Donc, c'est ça un peu l'interprétation de ces données ici. Donc, défis techniques et solutions. Nous allons maintenant partir à la dernière, à l'avant-dernière diapositive. Yeah. Après, l'après, qu'est-ce que nous voulons encore réaliser? Qu'est-ce que nous voulons encore réaliser? Nous voulons élargir à d'autres maladies. Nous voulons faciliter la prévention des maladies en utilisant par exemple les time series et un système embarqué. En utilisant la prévention, par exemple, si il y a la possibilité maintenant de faire les monitoring de certaines, je dirais de certains biomarqueurs facilement, on peut prédire certaines maladies avant qu'elles n'arrivent. Donc, en utilisant aussi les time series, pourquoi? Parce que on veut que cela puisse être continuel. Donc, que nous puissions monitorer le biomarqueur là, les données là, par exemple le battement cardiaque, par exemple la vitesse des marches, par exemple le temps de sommeil, que nous puissions monitorer tout cela dans un système continuel. Donc, c'est ça. C'est ce que nous sommes en train de développer. Intégrer aussi Unit pour plus de segmentation. Vous avez compris comment Unit fonctionne. Nous voulons aussi tester dans les hôpitaux de la RDC, tester ces modèles dans les hôpitaux de la RDC et voir comment ça peut fonctionner. Nous voulons aussi améliorer avec des données locales diversifiées. C'est ça. Nous voulons améliorer les modèles avec les données locales diversifiées. Après, nous avons des collaborateurs. Si vraiment nous ne pouvons pas faire tout ça nous-mêmes, nous avons des collaborateurs dans les milieux médicaux qui nous aident donc, qui nous donnent des feedbacks pour que nous puissions améliorer encore plus les modèles. Nous avons Dr Simon Koech, qui est anesthésiste ici au Kenya. Nous avons aussi Dr Varondi Gorbachev, qui est médecin
qui fait des recherches en psychiatrie et medical imaging. Medical imaging, c'est cette particularité-là euh, qui pour Dr Varondi, nous permet en tout cas de développer un modèle plus performant parce il a aussi ce regard-là de celui qui fait les recherches en medical imaging. Donc, il nous aide en tout cas à perfectionner les modèles. Et si vraiment, dans les milieux médicaux, nous avons besoin de plus de gens qui peuvent nous aider dans ce sens. Les teams, je n'ai pas fait aussi ça moi-même. Je n'ai pas fait aussi ça moi-même. Nous faisons ça sous le label ATG, African Technology Growth. Donc, c'est la startup que nous sommes en train de faire évoluer ici. African Technology Growth, c'est une idée qui a grandi depuis Goma jusqu'ici au Kenya, que j'ai fait grandir depuis Goma avec les concours de beaucoup de gens. Je cite particulièrement aussi Crispin de Photon Corporation, beaucoup de gens, David Kadura, et je cite beaucoup de gens qui m'ont aidé à faire grandir et nous essayons encore de développer beaucoup plus dans les domaines de computer vision, donc la vision par ordinateur. Nous essayons de développer des modèles pour créer des solutions à des problèmes spécifiques de notre société en Afrique d'abord, et puis peut-être s'il y aura une scalabilité un peu à l'extérieur, ça sera pour les mieux. Donc, Daniel Kadura comme CEO and founder, John Mwaura et Elvis Kipkurui. Donc, cela étant dit, je vous remercie pour votre participation à cette conférence. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez me joindre sur WhatsApp, vous pouvez facilement me joindre sur mail avec les mails de la startup African Technology Growth ou avec mon propre mail, danielkadura@gmail.com ou peut-être sur WhatsApp. Et même donc ces codes ici vont être directement, je vais les mettre directement sur mon GitHub. Vous pouvez aussi utiliser mon GitHub, c'est Ilunga Mulala. Et facilement, vous allez télécharger ces codes et ça sera pour les mieux. Merci beaucoup et sentez-vous libre. Le partage peut commencer. Merci beaucoup.